Bonsoir et bienvenue dans ce live du Salon du Livre Jeunesse à Montreuil. Il est le premier Français à avoir obtenu l'an dernier pour l'ensemble de son œuvre l'équivalent du prix Nobel en littérature jeunesse, le prix Astrid Lindgren. Auteur d'une trentaine de fictions traduites dans une trentaine de langues, il alterne comédie désopilante et fiction teintée de gravité. Parmi ses livres les plus connus, L'Enfant Océan ou encore La Ballade de Cornebique. Jean-Claude Morleva, vous êtes notre invité ce soir. Bonsoir. Bonsoir. À vos côtés, Samuel Ibon. Samuel, vous êtes comédien, interprète en langue des signes française et vous êtes un habitué de Montreuil. Petit, vous ne manquiez jamais une édition du Salon. Effectivement, j'ai grandi à Montreuil, donc je venais tous les ans au Salon. Ouais. Un vrai lecteur. Ensemble, dans quelques minutes, vous allez nous offrir une lecture bilingue de Jefferson fait de son mieux, le nouveau polar jeunesse de Jean-Claude Morleva aux éditions Gallimard. Une lecture qui sera accessible aux personnes sourdes. Jean-Claude, je vous cite, « Nous sommes des détectives d'un niveau moyen, nous comptons énormément sur la chance ». Voilà comment Jefferson se décrit dans le nouveau volume de ses aventures. Qui est-il, ce petit hérisson ? Alors oui, les deux qui disent ça, nous sommes, c'est donc Jefferson, hérisson, et son pote Gilbert, hein, qui est un cochon, puisque tous mes personnages sont des animaux. En fait, ils n'en sont pas, puisqu'ils sont, comme vous et moi, ils ont juste des têtes d'animaux, ce qui autorise toute la drôlerie et le petit pas de côté dans l'imaginaire. Mais en fait, on parle de choses bien humaines. Et donc, Jefferson, c'est un jeune hérisson qui est étudiant en géographie. Dans le premier Jefferson, il était en première année de licence. Là, on le retrouve en troisième année de licence. Et dans le troisième tome que je suis en train d'écrire, il est en master 2 de géographie, hein, tout de même. Oui, il est intelligent. Oui, il est intelligent. À quoi est-il confronté dans cette nouvelle enquête ? Parce que la première fois, il était question d'un assassinat, de l'assassinat d'un coiffeur. À quoi sont-ils confrontés désormais ? Alors, je suis très embêté parce que il y a une fausse piste. Donc, déjà, je ne devrais pas le dire, mais je me suis efforcé de faire en sorte qu'on puisse vraiment y croire à la fausse piste et qui est assez longue. Et la raison véritable de l'assassinat de ce gentil monsieur Edgar, le coiffeur. Non, pardon, ça c'était le premier. Quelle catastrophe. La raison de la disparition de cette malheureuse Simone, la lapine dépressive, a une raison. Oh non, je ne préfère pas la. Oui. Mais c'est quelque chose qui est à la fois très effrayant et très drôle, hein, ce qui permet ces deux ressorts-là. Il y a toujours un peu les deux chez vous, j'ai l'impression. Oui, et là, plus que jamais. Depuis 20 ans, c'est votre spécialité. Vous faites des lectures publiques de vos romans. Il faut dire que vous connaissez la scène. Vous avez été comédien, clown, metteur en scène. Alors, que se passe-t-il exactement ? Quelle réaction chimique se produit quand on lit à voix haute ? Pour moi, c'est un plaisir immense. J'adore faire ça. Je ne sais pas si je fais très bien, sans doute pas, mais j'y prends un grand plaisir parce que ça permet d'abord de retrouver ces personnages. Il y a des personnages qui datent d'une vingtaine d'années et lorsque je lis à voix haute, ils sont à nouveau là avec moi, ils reprennent vie, je les abandonne pas. Et c'est un plaisir en cela. Et puis, moi, je suis très défenseur de la lecture à voix haute, hein, en direction de tout le monde, mais des jeunes gens en particulier, parce que c'est très incitatif, je pense. Ça provoque bien la lecture, je crois. La découverte de l'entrée en littérature peut vraiment être déclenchée par ces lectures à voix haute. Donc, j'y mets tout mon cœur quand je le fais, toute ma joie de le faire aussi. Et quand vous écrivez, c'est pareil, vous écrivez à voix haute ? J'écris à voix haute silencieusement. C'est-à-dire que si on écoute à mon bureau, je le marmonne, non. Oh, non, vous êtes quand même un bon collègue de télétravail, du coup. Oui, mais c'est ça. Mais en même temps, j'imagine toujours un peu comment ça va sonner. Si je le lisais vraiment à voix haute, faut que je l'entende. Que je le vois et que je l'entende surtout. Vous vous souvenez des toutes premières histoires qu'on vous a lues ? Quand j'étais enfant, oui. On m'en a pas lu vraiment. Non, il n'y avait pas de livre à la maison. Mais j'ai l'immense chance d'avoir, je le dis toujours, mais c'est une des grandes chances de ma vie. On était 6 frères et sœurs. Moi, je suis le 5e. Et on s'est beaucoup raconté d'histoires, surtout avec mon plus jeune frère. On était dans la même chambre. Et il n'y avait pas de télé, assez peu de livres, mais on a inventé des histoires. Et en particulier une qui avait commencé par « ça serait un petit hérisson qui voudra aller chez le coiffeur ». On comprend mieux pourquoi il revient, ce Jefferson. Ouais, j'ai traité le sujet plus de 50 ans plus tard. Il était toujours quelque part caché dans ma mémoire.
Samuel, vous, c'était quoi les histoires qu'on vous racontait petit? Vous vous souvenez? Je me souviens pas, mais il y en a eu beaucoup parce que mes parents, et en particulier mon père, me lisaient des histoires plus ou moins longues tous les soirs. Jusqu'à assez tard, même jusqu'à que j'ai l'âge de lire tout seul. Pour moi, ça reste un plaisir que ce soit mon père ou ma mère qui me lise l'histoire. Le plaisir d'entendre une histoire à voix haute, c'est pas la même chose que de lire tout seul dans sa tête. Puis c'est un moment d'intimité aussi. Il y en a eu beaucoup. Et pour tout petit et même pour plus grand, donc là, je pourrais pas vous dire lesquels. Plein sont à venir, peut-être encore. Vous allez peut-être en raconter à d'autres aussi. Pardon, je peux intervenir sur le. Oui, allez-y, Samuel. rebondissez. C'est vrai que moi j'adore lire, je le dis toujours, mais j'ai adoré lire à mes enfants quand ils étaient petits. On a lu tout Roald Dahl, des Tintins, le Magicien d'Oz, je ne sais pas, tout ça. Et c'était un plaisir immense d'en avoir un de chaque côté. C'est déjà ce que je fais aussi avec mes enfants. Voilà, très bien. S'ils sont petits, ça a déjà démarré depuis. Ouais. Puis la naissance du premier, quoi. Magnifique. Il y a pas mal de livres qui sont faits pour la lecture à voix haute, on a l'impression. Jean-Claude, aujourd'hui, vous allez lire et vous serez traduit en langue des signes française par Samuel. Que connaissez-vous de la langue des signes française actuellement ? Alors je n'y connaissais rien, enfin pas plus que n'importe qui. Et là je m'y connais un petit peu plus depuis 2 mois, disons, parce que je suis en train d'écrire la 3e partie de Jefferson. Et il y a dans ce récit-là un personnage sourd. Et il prend de plus en plus de volume et d'importance dans mon histoire. Donc je me suis intéressé au langage des signes. Et il y a des scènes où il est avec ses camarades sourds, ils communiquent entre eux. Et comme toute chose, dès lors qu'on s'y intéresse et qu'on la regarde de près, ça devient de plus en plus passionnant. Et là, j'ai découvert, je le savais, mais là, j'ai pris conscience à quel point c'était une langue et qu'il faut des années pour l'acquérir et que ça me fascine assez. Tout à l'heure, on a fait des essais avec Samuel, je suis bluffé, quoi. Je trouve ça, c'est une sorte de danse, là, c'est magnifique, bien sûr. Je suis admiratif. Ça rajoute quelque chose. Ah oui. Aviez-vous déjà fait des lectures de ce type, ou du moins pour des publics en situation de handicap? Ou c'est la première fois? Oui, pour des aveugles. Mais pas les lectures pour les sourds, non, forcément non. Mais pour des aveugles, oui. Et là, j'étais un peu tendu parce qu'eux, ils ont une immense attention au son, à la voix. Et l'un d'eux, à la fin, m'a dit « Ce n'est pas vous qui avez écrit la ballade de Cornebic ?» Je dis « Si, je reconnais votre voix parce que je l'écoutais mais très longtemps, des années avant. Il a reconnu ma voix, donc ça m'avait bluffé et impressionné. » Ah oui, c'est fou. Samuel, vous, dans quel contexte avez-vous appris à signer ? Moi, j'ai appris à signer un peu par hasard et beaucoup sur le tas, comme on dit, sur le terrain. Parce que moi, j'ai d'abord eu un diplôme d'ingénieur, donc domaine scientifique en 2008. C'est pas un métier que je voulais vraiment faire et j'ai été amené rapidement à devenir professeur de mathématiques pour les sourds. Et ça, c'était fin 2009, début 2010. Et je suis arrivé devant des élèves sourds sans connaître la langue des signes du tout. Et donc, il a fallu que je me débrouille un peu. J'ai pris des cours particuliers, j'ai appris beaucoup avec les élèves, avec les collègues sourds. C'est comme ça que je me suis mis à la langue des signes, quoi. Vous avez dû inventer un nouveau moyen de communication. J'imagine que c'était un peu au début du bricolage. C'était beaucoup de bricolage. Bon, alors ça va que c'était exclusivement je dis ça va. C'était que en mathématiques et en collège début. Donc on peut passer beaucoup par le tableau en mathématiques. C'est déjà un code en lui-même, quoi. Pour une équation, pour une multiplication, on peut la poser. Ou même de la géométrie, on peut passer par le dessin, le pointage, un peu de mime. Et ça restait compliqué pour donner des explications plus approfondies aux élèves. Ouais. Depuis, vous avez suivi une formation d'interprète et vous avez changé de métier pour devenir comédien. Quelle est la particularité de traduire en langue des signes une lecture de roman jeunesse en particulier, comme ce qu'on va voir tout à l'heure ? Écoutez, c'est une bonne question parce que ça va être la première fois que je fais ça exactement. Un roman en jeunesse, c'est la première fois. J'ai déjà traduit des pièces de théâtre, en live, j'ai déjà traduit des concerts en live, j'ai déjà traduit l'Assemblée nationale en live, j'ai déjà fait plein de choses, mais le roman, c'est bien la première fois. Donc, à mon avis, ça va ressembler à ce que j'ai déjà fait, mais avec forcément une petite variante, avec quelqu'un qui lit son propre roman, avec sa propre prosodie, son propre style. Donc, on verra bien, je suis curieux. Oui, il y a des expressions, il y a des jeux de mots qui sont propres aux romanciers. Ça donne un peu de fil à retordre, j'imagine. Tout à fait.
Dans quelques minutes, vous serez donc sur scène tous les deux pour une lecture bilingue. Donc nous, on fait un tour en cuisine. L'auteur et illustrateur Régis Lejon nous livre ses petites recettes secrètes pour faire un bon livre. Mes ingrédients pour illustrer un livre sont la curiosité, un sujet, des images mentales et le partage. Mon premier ingrédient, c'est la curiosité. La curiosité, on dit que c'est un vilain défaut, mais en fait non, c'est une très très grande qualité. C'est l'indiscrétion qui est un vilain défaut. Et la curiosité, c'est absolument nécessaire parce que finalement, c'est ce qui va nourrir mon univers culturel personnel. Il faut avoir une curiosité. Moi, ma curiosité, elle est axée sur le dessin, sur les arts graphiques particulièrement. Et j'ai amené un livre qui est très important pour moi, qui est un livre de mon enfance, qui a été illustré par Billy Beane, qui sont les contes russes traditionnels de Billy Beane. Je me suis rendu compte bien plus tard que ce sont sûrement ces images-là que j'ai croisées quand j'avais une dizaine d'années qui ont déterminé le fait que peut-être je suis devenu illustrateur plus tard. Donc la curiosité, c'est une façon de se permettre d'enrichir son monde intérieur. Mon deuxième ingrédient, c'est un sujet. Alors un sujet, en fait, c'est vague, ça peut être plein de sujets. Un sujet, ça peut être une histoire, ça peut être un concept, ça peut être une rencontre, ça peut être un thème. Les sujets, en fait, c'est ce qui va déterminer mon adhésion et ma collaboration au projet d'un livre. Il faut que le sujet qui m'est proposé me touche profondément, me concerne profondément pour que j'ai le sentiment d'avoir quelque chose à dire, à ajouter à ce que l'auteur a déjà inventé et raconté. Le sujet, c'est aussi l'endroit dans lequel on va partager des sortes de valeurs, des valeurs personnelles, pas des valeurs universelles, des choses vraiment intimes. Là, il y a quelques livres, celui-ci avec Henri Meunier, où finalement, la thématique du livre, c'est la montagne. Et la montagne, ça ne vient pas de nulle part pour moi, parce que la montagne, j'ai grandi au pied des montagnes. Donc le texte d'Henri m'a permis d'aller rechercher à l'intérieur de moi toutes les émotions, les choses que j'avais sur le sujet de la montagne. Mon troisième ingrédient, ce sont des images mentales. C'est ce qui s'éclaire dans notre tête à la lecture d'une histoire. On est tous avec cette faculté, quand on nous raconte ou quand on lit une histoire, de déclencher ces sortes d'images dans notre tête que l'histoire réveille. En fait, elles préexistent fondamentalement aux histoires qu'on reçoit. Elles sont nourries par toutes les émotions qu'on a traversées dans notre existence, ce qui crée de l'empathie avec les personnages. S'il est courageux, qu'on a déjà été courageux, on comprend ce que ça demande d'être courageux, amoureux, triste, joyeux. C'est très important, les images mentales, parce qu'elles permettent, en tout cas dans mon cas, à faire des voyages immobiles. Je dois à des auteurs des voyages dans des pays où j'ai jamais mis les pieds. J'ai pu aller, par exemple, en Chine et en Mongolie, avec Guylaine Roman, chez les Inuits, sur la banquise, avec Gérard Moncomble. Donc, à chaque fois, ces images, alors que j'ai jamais mis les pieds là-bas, me parviennent quand même dans la tête, parce que j'ai vu des reportages, parce que j'ai vu des films, parce que j'ai eu froid aussi. Donc quand je pense à la banquise, je me souviens des moments où j'ai pu avoir froid dans ma vie. Et tout ça sert le propos et la réalisation des illustrations. Mon quatrième ingrédient, c'est le partage. Parce qu'un livre, c'est comme un gâteau. C'est fait justement d'ingrédients qui sont apportés par l'auteur, dans mon cas, puisque je travaille beaucoup avec des auteurs et des autrices, c'est-à-dire leur singularité, leur sensibilité, les sujets qui les habitent. À chaque fois, c'est une nouvelle aventure, un livre. Ça m'emmène à illustrer différemment, parce que les histoires sont à chaque fois différentes. Et elles mobilisent, par les images mentales dont j'ai parlé avant, une atmosphère qui va guider le style graphique que je vais choisir. Donc finalement, pour moi, pour illustrer un livre, il faut avoir une idée, un sujet, nourri de curiosité, qui va provoquer des images mentales, qui vont me permettre de faire des images et raconter une histoire, pour finalement pouvoir la partager avec le livre, tout simplement. Vous êtes prêts? C'est maintenant. Jean-Claude Mourleva et Samuel Hibon nous plongent dans les premières pages de Jefferson fait de son mieux. Jefferson fait de son mieux. Note. Le pays où cette histoire commence est peuplé d'animaux qui parlent, marchent debout, portent des vêtements, savent faire cuire des spaghettis et réparer des chaudières.
le pays voisin est habité par les êtres humains, qui sont les plus intelligents des animaux. Chapitre 1. La fourgonnette Renault, qui roulait à 45 à l'heure sous la pluie froide, avait sans doute connu le général de Gaulle. Elle s'affaissait un peu sur le côté droit, sa carrosserie vert épave était en bout de course, et ses deux phares tout ronds lui faisaient les yeux d'un petit animal triste. Elle prit à gauche sur un chemin de terre, juste après un abribus, et roula au pas jusqu'à la maisonnette qui se trouvait au bout. Le chauffeur manœuvra pour être prêt à repartir, serra le frein à main et klaxonna un « ouk ouk » enroué et plutôt comique. Tout le côté droit du véhicule était occupé par un dessin aux couleurs pétantes, du rouge, du jaune, du vert. Cela représentait un jeune cochon en salopette de travail, hilar, une clé à molette géante sur l'épaule. On pouvait lire au-dessus de sa tête, en lettres bariolées et comme écrites à la main, « Votre chauffagiste, Gilbert ». Et en lettres plus petites, « Chaudière, radiateur, ventilation ». Et en dessous, un numéro de téléphone. Le plus drôle fut de voir sauter hors de la cabine l'exact personnage représenté sur le dessin, la clé à molette en moins. Il referma la portière sans la claquer, trottina jusqu'à la porte et toqua. Tout en lui trahissait la joie et l'impatience. « Jeff, ouvre !» Le Jeff, ainsi appelé, ne risquait pas d'entendre. Il avait poussé si haut le volume de sa musique que les basses faisaient vibrer les vitres de la maison. Gilbert reconnut sans peine Sang Sang, un des meilleurs groupes de rap du pays des animaux. Il était constitué par 3 sanglières pétaradantes d'énergie et très inventives. Leur titre, « C'est passé près », figurait dans le top 10 de l'année, avec la fameuse chute « Au-dessus de notre ceinture, il y a notre sainte-hure ». Ce qui voulait dire « Nous sommes peut-être charmantes, mais nous avons aussi des cerveaux ». Les 3 artistes étaient d'ailleurs programmés pour un concert prochain dans la ville. « Jeff, ouvre, c'est moi !» s'impatienta Gilbert et il alla taper à la fenêtre. La musique s'arrêta aussitôt et quelques secondes plus tard, Jefferson apparut dans l'encadrement de la porte. C'était un jeune hérisson d'environ 70 cm, c'est-à-dire qu'il serait passé de justesse debout sous une table fabriquée par les humains, pour les humains. Gilbert en mesurait une quinzaine de plus. Bien que seul chez lui, Jefferson portait un pantalon impeccablement repassé, un pull vert à carreaux jaunes et verts, et le haut de sa tête était surmonté d'une charmante houppette dont il avait coquettement dévié la pointe sur le côté gauche grâce à une noisette de gel. « Entre !»« Non, j'entre pas, c'est toi qui sors. Et j'ai une surprise. » Jefferson cacha tant bien que mal sa contrariété. Il était bien lancé dans ses révisions et la visite impromptue de son ami ne l'arrangeait pas du tout. « D'accord, j'enfile juste mes chaussures. » Gilbert le regarda poser tour à tour son pied droit, puis son pied gauche sur le petit tabouret prévu pour cela, puis ranger sur l'étagère de l'entrée les pantoufles qu'il allait remettre 10 minutes plus tard. Lui, Gilbert, qui était du genre à balancer ses pompes du bout des orteils à l'autre bout de la pièce, avait cessé de taquiner Jefferson sur sa méticulosité. Il se contenta une fois de plus d'attendre sans faire de remarques, mais il bouillait à l'intérieur. Devant le spectacle de la fourgonnette, à l'arrêt devant chez lui, du dessin bariolé et surtout du slogan aussi simple qu'engageant « Votre chauffagiste Gilbert », Jefferson resta comme statufié. « Je te présente Titine », annonça fièrement Gilbert. « Ah, elle est à toi ?»« Ben oui, pas à ma tante. T'en penses quoi ?»
De la déco? Ben, elle est superbe. C'est ta sœur qui a fait le dessin? Ouais, elle assure, hein? Ah ouais, c'est très chouette. Mais la fourgonnette, elle... Elle quoi? Jefferson ne pouvait pas dire ce qu'il pensait vraiment. La fourgonnette semblait à bout de souffle, exténuée, en fin de vie. Elle a combien de kilomètres au compteur? Jeff, c'est très impoli de demander son âge à une vieille dame. Excuse-toi et monte. Il faisait étonnamment chaud dans l'habitacle. Mais c'était bien le minimum qu'on pouvait espérer dans le véhicule d'un chauffagiste. Un autre bon point, le moteur, que Gilbert n'avait pas arrêté, tournait rond. On entend bien le moteur. Quoi? On entend bien le moteur? Ouais, rigola Gilbert, on est sûr qu'il y en a un comme ça. Il lui rappela qu'il était officiellement à son compte depuis un mois et que cette petite merveille de même pas 30 ans lui avait été offerte par ses parents sur recommandation de son cousin Roland. Oui, celui qui était chauffeur chez Ballardeau et qui s'y connaissait drôlement en mécanique. Au premier coup d'œil, cette estafette pouvait paraître un peu vétuste. Et au second, encore plus. Songea Jefferson en notant une tache de rouille sur le tableau de bord. « Ah ça, monsieur, c'est pas de la rouille », fit Gilbert, qui avait suivi la direction de son regard. « C'est de la corrosion. » Comme la pluie s'était mise à tomber plus fort, il actionna les essuie-glaces et Jefferson explosa de rire. L'un des deux balais glissait en souplesse sur le pare-brise, tandis que le second s'y agrippait en faisant des petits sauts, si bien qu'il semblait courir derrière son grand frère. Beaucoup d'autres que Gilbert se seraient vexés. Mais lui n'était pas du genre à laisser passer l'occasion d'une bonne marade. Et tous deux finirent en se tenant le ventre une fois de plus. Leur fou rire avait ponctué leur amitié depuis l'école primaire. Ils l'avaient payé cher parfois. Ils finissaient presque toujours par se retrouver au piquet, les mains dans le dos, penauds, et il ne fallait surtout pas qu'ils se regardent sous peine de replonger. Gilbert à son compte. Jefferson se surprit à envier son ami qui n'aurait plus jamais à passer d'examen, plus jamais à être noté. Après 3 ans d'études, il avait son métier, il allait gagner de l'argent, être libre, indépendant. Tiens, il le voyait bien marié et père de famille dans un avenir très proche. Tandis que lui, Jefferson, s'était embarqué dans un long cursus qui le mènerait à quoi? Géographie. C'était passionnant, bien sûr, mais il lui restait encore 5 semestres avant d'en voir le bout. Ceci en supposant qu'il n'échoue jamais. Bon, je dois te laisser, Gilbert. J'ai mes partiels à partir de lundi et j'ai la tête dans le guidon. Je bosse depuis ce matin. Tu bosses? En écoutant Sang Sang? Arrête, j'ai fait une pause. Tu veux rentrer boire un café? Non. Je me suis juste arrêté pour te montrer ma caisse. J'ai une réparation à faire dans le coin et tu étais sur la route. Et au retour, je passe chez une cliente que tu connais d'ailleurs. C'est Simone. Tu te rappelles, Simone? Elle était du voyage Ballardeau avec nous. Bien sûr que Jefferson se souvenait. Gilbert et lui s'étaient inscrits 4 ans plus tôt à ce voyage organisé à destination de Villebourg, au pays des humains. Ça avait été pour eux le meilleur moyen de mener incognito leur enquête après le meurtre de ce bon monsieur Edgar, le coiffeur de Définitif. Simone, une longue et jeune lapine, un peu dépressive, s'était prise d'affection pour eux. C'était la seule participante à être venue seule et elle s'était montrée très attachante. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, très bien. Tu grimperas sur un tabouret et tu l'embrasseras pour moi. Et tu me diras si elle a trouvé un mari. Ça boum.
Jefferson sauta hors de la fourgonnette et se réfugia devant son entrée pour s'abriter de la pluie qui redoublait. Il regarda la fourgonnette s'éloigner et disparaître après un dernier « ouk, ouk » amical. Il consulta sa montre. 17 heures. Il pouvait encore réviser une bonne heure avant de préparer son dîner. Tout en se replongeant sur la cartographie de Ptolémée, mort en l'an 168 de notre ère, il se demanda à nouveau si c'était ça la vraie vie. Et s'il n'aurait pas mieux fait d'apprendre à cultiver des champignons de Paris, par exemple, ou à réparer des bicyclettes. Mais une demi-heure plus tard, il était tellement absorbé par son sujet qu'il n'aurait échangé sa place pour rien au monde, qu'on aurait pu jouer de la trompette à côté de lui sans qu'il s'en aperçoive. Ce Ptolémée pensait bien sûr que la Terre était parfaitement immobile et se trouvait au centre de l'univers, mais à part cette petite boulette, il avait quand même su dessiner des cartes magnifiques et pas si fausses au bout du compte. Est-ce qu'il en existait encore des originaux qu'on pouvait voir en vrai et pas sur un écran? Est-ce qu'il existait des cartes plus anciennes encore? Jefferson était en train de vérifier tout cela quand son téléphone portable, posé devant lui, se mit à vibrer et à sauter sur place. Il constata tout à la fois qu'il était 19h30, que ses yeux brûlaient, qu'il crevait de faim et que celui qui l'appelait était Gilbert. « Jeff, viens vite !»« Ben, comment ça, viens vite, tu es où ?»« Je suis chez Simone. Il y a un lézard. »« Il y a quoi ?»« Ben, un truc qui cloche, viens. »« Mais c'est où? J'ai pas de voiture, moi. »« Ben, prends ton vélo, c'est à 3 ou 4 kilomètres de chez toi. Roule en direction de l'étang. Juste avant, tu tournes à droite et c'est la 3e maison. Celle avec un volet bizarre. »« Gilbert, il pleut des cordes. » Non, il peut plus. Jefferson jeta un coup d'œil à sa fenêtre et dut admettre qu'en effet, la pluie avait cessé. Bon, j'arrive. Fais vite. On était à la mi-février et il n'avait pas utilisé sa bicyclette de l'hiver. Pour aller en ville, au mauvais jour, c'était l'autocar ou bien ses jambes. Il la sortit de la cabane où elle dormait depuis plus de 3 mois, la dépoussiéra, regonfla en vitesse les 2 pneus, vérifia que l'éclairage fonctionnait, sauta en selle et pédala de toutes ses forces en direction de l'étang. La chaussée mouillée éclaboussait tout le bas de son pantalon et il pesta. Il serait bon pour une machine dès le lendemain. Après le croisement, il compta la maison. 1, 2, 3. La façade était éclairée par une lampe extérieure. C'était donc ça le volet bizarre. Celui à l'étage, fenêtre de gauche. On ne voyait que lui, en effet. Tandis que les 3 autres étaient d'un blanc crème très écaillé, celui-ci était rouge basque. Simone avait dû entreprendre de le repeindre, puis abandonner le projet. La peinture avait bavé, l'échelle était couchée dans l'herbe au pied du mur, le pot et le pinceau gisaient à côté. Est-ce que Simone avait chuté et s'était gravement blessée? Dans ce cas, Gilbert aurait appelé au secours, un docteur et pas un étudiant en géographie. Il appuya son vélo à la boîte aux lettres sur laquelle figurait un simple « Simone » avec une fleur en guise de point sur le « i ». Dès le premier coup de sonnette, la porte s'ouvrit sur un Gilbert pâle comme une fesse et visiblement pas dans son assiette. « Viens voir !» Jefferson ôta ses chaussures mouillées et entra. Gilbert parlait à voix basse et marchait à pas de loup, ce qui n'était guère dans ses manières habituelles. Jefferson trouva cela terriblement inquiétant et il le suivit à distance, une boule dans le ventre. 4 ans plus tôt, c'est lui qui
qui avait découvert le corps sans vie de Monsieur Edgar sur le carrelage de son salon de coiffure, ses propres ciseaux plantés dans le torse. Il lui avait fallu des mois pour s'en remettre. Est-ce que le cauchemar allait se répéter? Est-ce que Simone était morte? Avait-elle été découpée en morceaux? Suspendue à un crochet dans un placard comme une femme de barbe bleue? Étouffée sous un oreiller? Assommée à coups d'aspirateur? L'imagination de Jefferson galopait à une vitesse folle. Ils traversèrent le petit salon. Tout y était en ordre. Sur la table basse, un casse-noisette à vis et un bol rempli de coquilles brisées. Un mini-téléviseur sur un tabouret avec un programme posé dessus. Au mur, 2 étagères chargées de livres et de photos de voyage. Jefferson eut le temps d'en remarquer une, soigneusement encadrée, qui montrait le groupe Ballardo au complet. C'était sans doute Roxane, leur guide, qui l'avait faite. Simone, qui était la plus grande, se tenait derrière tout le monde, souriante. « C'est là, dans le bureau », chuchota Gilbert, et il indiqua la direction d'un coup de menton. Tu crois que c'est bien nécessaire que je... » commença Jefferson, et ses jambes le tenaient à peine. « Vas-y, je l'ai laissée là où elle était. » Cette dernière phrase ne laissait aucun doute. Jefferson, près de l'évanouissement, émit un douloureux et pitoyable « Il passa devant son ami, fit un pas à l'intérieur du bureau et vit ce à quoi il s'attendait le moins, c'est-à-dire rien. Il se retourna, interrogatif. « Sur le bureau, Jeff, la lettre !» Il s'avança. Le bureau était rangé, à gauche l'ordinateur fermé et poussé sur le côté avec sa souris sans fil. À droite, un pot dans lequel crayons et stylos s'ouvraient en un bouquet coloré. Et entre les deux, bien en vue, 2 feuilles A4, écrites à la main. Cela commençait par « Cher Gilbert ». Jefferson se retourna encore. « Oui, c'est pour moi en principe, Jeff, mais tu peux lire. » Simone avait une écriture fine et Jefferson, assis sur la chaise du bureau, mit plusieurs minutes à lire les 4 feuillets. Quand il les reposa, il dut ôter ses lunettes et s'essuyer les yeux. Si Gilbert n'avait pas été là, il se connaissait, il aurait pleuré au moins 2 fois pendant la lecture. « Oh la pauvre, elle me fait pitié, dit-il en se relevant. Je comprends que tu sois retourné. » Gilbert se tenait toujours à l'entrée du bureau, une main sur le ventre. De pâle, il était passé à verdâtre. « Ouais, gémit-il. Et puis, c'est que j'ai mangé des bugnes chez le client d'avant. Ils m'en ont laissé un plein saladier et j'ai tapé dedans en réparant la chaudière. »« Ah, tu en as mangé beaucoup ?»« Ouais, 17, je crois. » Quel suspense insoutenable. On a vraiment envie de connaître la suite. Jean-Claude Mourleva, Samuel Ibon, merci beaucoup et bravo pour ce très beau duo. Le live, c'est terminé, mais la télé du salon se poursuit jusqu'à 20h. Merci à vous d'avoir été fidèles et de nous avoir suivis tout au long de cette 38e édition. À très bientôt.